Serge, ça va commencer. Évite de bouger. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, comme un dimanche, jour de best-of. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Cette semaine, nous avons reçu différents invités pour aborder avec eux l'actualité. Elle a été dominée notamment par la prolongation des mesures sanitaires en principauté pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Nous avons fait le point d'ailleurs avec le ministre d'État, Pierre Dartout, et la directrice du CHPG, Benoîte de Sévelinge. Il a également été question de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, de santé physique comme de santé mentale, de développement durable et puis d'art vivant. Bref, sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Incontestablement, les mesures ont eu un effet favorable puisque le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées sur une semaine par rapport à 100 000 habitants, ce taux a pratiquement été divisé par 3 pendant 3 semaines. Donc c'est la preuve que le dispositif a été favorable. Par ailleurs, on enregistre, par exemple hier soir, le fait qu'il y a seulement 3 personnes qui sont en hospitalisation et réanimation au CHPG. Au regard de l'évolution qui aura été constatée, aussi au regard du fait que nous rentrons dans une période qui n'est pas banale, qui est celle de Noël et du 1er de l'an, il y aura des mesures qui seront annoncées par le prince souverain très vraisemblablement. Nous remercions la population pour les efforts qu'elle a menés, mais pour dire qu'il y a toujours des dangers, des risques. Et il va de soi, par exemple, qu'un moment critique pourra être le 31 décembre, où il faudra faire très attention, où il n'y aura pas de rassemblement sur la voie publique, par exemple. Qu'est-ce qui sera prévu? Je ne peux pas encore vous le dire, mais j'appelle tout le monde à la responsabilité. Nous attendons l'homologation par les autorités européennes et françaises de chacun des vaccins qui aujourd'hui pourraient être mis sur le marché. Ces vaccins sont différents, mais ça c'est aux médecins de donner un avis précis là-dessus. Ce que j'observe, c'est qu'ils ne seront pas disponibles tous au même moment, mais que pour ceux qui seront disponibles dès le début de l'année prochaine, nous nous sommes mis d'ores et déjà en organisation pour assurer des vaccinations, si nécessaire, dès le début de l'année prochaine. Pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin d'ouvrir l'unité de soins critiques et nous espérons pouvoir rouvrir cette unité en bloc orthopédique dans les 3 semaines, 1 mois qui viennent. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que la situation est maîtrisée en principauté ? Oui, ça on peut le dire actuellement, en tout cas sur cette phase de l'épidémie, l'ensemble des indicateurs sont favorables et nous permettent de penser que nous allons revenir, comme je vous le disais, à une situation normale dans le mois qui vient. On attend une diminution progressive de cette épidémie, enfin de décontamination, sachant que sur Monaco, la particularité c'est que le nombre absolu est assez faible. Et donc, le moindre cluster peut nous mettre dans une situation compliquée. Il y a le niveau des sportifs dits de haut niveau, Arnaud Alessandria et Younes Terbesh, qui tous les deux ont gagné leur place au sein de structures françaises de haut niveau. Selon l'âge, bien entendu. Arnaud est avec les équipes de France, Younes est avec le Pôle Espoir. Donc, ces structures, par arrêté ministériel français, ont des possibilités de s'entraîner. Et d'ailleurs, très récemment, Arnaud était encore à Tignes, où il a pu skier vraiment sur la neige, sur le glacier, parce que le sport de haut niveau est autorisé en France. Aujourd'hui, les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe auxquelles devrait participer Arnaud ont repris, mais plutôt sur l'aspect technique. Donc bien entendu, Arnaud se prépare et on espère que ça va pouvoir faire parce qu'il a eu un bon entraînement cet été, malgré ces conditions. Que vous disent les personnes qui suivaient vos cours et qui se retrouvent privées d'activités sportives ? Alors ça leur manque de venir en groupe, de partager avec les autres élèves. Ils essayent de garder une pratique personnelle, donc j'essaye de les motiver en leur expliquant que c'est important aussi d'avoir une pratique personnelle, que ça permet de se redécouvrir, de peut-être être un peu plus à l'intérieur de soi et que dès qu'on pourra, on reprendra tous ensemble. Vous êtes coach sportive, mais vous enseignez également le yoga qui connaît un engouement qui ne se dément pas. C'est l'arme anti-morosité dans le contexte que l'on connaît ? Oui, c'est une très très bonne solution. Parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est une très très bonne solution parce qu'il y a un aspect physique, mais il y a aussi un aspect mental qui est d'ailleurs normalement l'essentiel du yoga. On commence par les postures, ça agit sur le mental et c'est vrai que dans des périodes, notamment comme des périodes en ce moment, ça aide beaucoup. La dépression, il faut savoir que classiquement, ça représente à peu près
6% de la population chaque année qui fait un épisode dépressif, dont un tiers sévère. Un épisode dépressif sévère, ça veut dire qu'on ne peut plus du tout fonctionner, hein. On ne peut plus travailler, on ne peut plus s'occuper de soi, on risque d'être hospitalisé, on est à risque très augmenté de suicide. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est une multiplication par 2 des troubles dépressifs, en tout cas de la symptomatologie dépressive dans un premier temps, dans les enquêtes. L'épidémiologie du Covid à Monaco a l'air effectivement meilleure qu'ailleurs. On peut penser que c'est dans une bonne mesure en raison d'un très bon respect de ce qu'on appelle les gestes barrières. À Monaco, possiblement, on a une population un peu plus éduquée de façon générale qu'ailleurs. On a aussi probablement un niveau de revenu plus élevé. On a des conditions de logement meilleures. On a peut-être moins de transports en commun. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui concourent à ce que l'épidémie soit mieux contrôlable à Monaco sans confinement. Si on prend les jeunes, par exemple, et même les très jeunes, les enfants, on voit tout de suite les conséquences que ça a, mais surtout que ça va avoir. C'est-à-dire si on démolit la capacité des étudiants à se former ou la capacité des enfants à être éduqués à l'école, à apprendre à lire, à avoir des amis, à adopter des comportements relationnels adaptés et bénéfiques, ça va avoir des conséquences sur des années, des dizaines d'années. On peut dire qu'il y a quelque chose de la vie collective, quelque chose du vivre ensemble, quelque chose des modalités habituelles de notre lien social qui a été, j'ai envie de dire, fracassé par le confinement. Donc on sait que la manière qu'on avait de se projeter dans l'avenir, de vivre ensemble, de prévoir nos activités, on sait que tout ça, ça peut être détruit, continuer à être détruit. Et ça, c'est le fond commun de sécurité sociale, de sécurité relationnelle qui est altérée. Je peux citer l'information et la prévention autour des dispositifs d'aide et d'urgence pour venir aider les femmes victimes de violences, que ce soit donc au niveau des services du gouvernement que du tissu associatif, et puis de nouveaux dispositifs qui ont été mis en place à l'occasion du confinement, avec un signalement possible dans les pharmacies de Monaco qui est toujours en vigueur, et la mise en place d'un email d'urgence auprès des services de la police. Un deuxième volet a également été mis en place avec de la formation auprès des professionnels qui ont à traiter des violences. À ce jour, nous avons formé près de 160 personnes avec un objectif affiché qui est de mieux prendre en charge les victimes de violences, mieux les orienter et tout en détectant ce phénomène de la violence. Et enfin, le troisième volet de notre action, ce sont les actions de sensibilisation et de communication qui sont mises en place, notamment à l'occasion de cette journée du 25 novembre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un festival de cinéma, comme beaucoup d'autres festivals, à la nuance qu'on s'intéresse à tout ce qui a un impact sur la planète et sur l'être humain, en documentaire ou en fiction. Aujourd'hui, on a grâce à vous plus de 3500 élèves qui participent en Afrique, au Burkina Faso, au Mali et à Madagascar. C'est incroyable. Il y a effectivement plus que jamais un travail d'éveil et c'est vraiment là où on se sent utile aujourd'hui. On se sent autant utile auprès des jeunes que des grands à travers un éveil des consciences. Ce qu'on veut partager avec eux, c'est leur expliquer que tout a une incidence, tout a une conséquence. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, demain, il y aura une conséquence dans 30 ans, dans 50 ans. Et ce travail, on le fait partager parce qu'on sera, nous, on est aujourd'hui, nous, en situation, on est obligés déjà de réagir. C'est vraiment un commerce de proximité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre le commerçant et le client. D'ailleurs, tout le monde se connaît un peu ici, hein, donc les commerçants connaissent très bien les clients, qui sont généralement des habitués. Donc preuve en est aussi l'augmentation des livraisons à domicile. Alors ça, c'est le petit plus proposé par la mairie de Monaco, c'est unique, c'est-à-dire que les gens peuvent se faire livrer chez eux. Exactement, donc ça a toujours été proposé, mais c'est vrai qu'avec cette période très compliquée, donc ça a été un moyen encore qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire que carrément vous pouviez directement appeler votre commerçant, donc c'est justement là où la proximité est aussi importante. Et après, donc, vos courses vous sont livrées à votre domicile. Alors Eatin, c'est une application qui fonctionne à Monaco et sur les communes limitrophes, qui fait de la livraison de restaurants, de pâtisseries, de boulangeries, de supermarchés. On a un service de pressing aussi qu'on est en train de mettre en place. Et on ne s'arrêtera pas parce que l'idée d'Eatin, c'est justement de donner une possibilité à tous les commerçants monégasques, dans la mesure du possible,
de faire de la livraison dans un temps comme celui-ci qui est très difficile, comme je vous disais auparavant. J'ai travaillé à 90% tout seul pour tout ce qui est la partie technique, mais après il est vrai que pour la partie gestion, j'ai une personne qui m'aide beaucoup, qui est la personne que j'ai la plus chère au monde, c'est ma mère. On va dire que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est un spectacle que j'ai eu la chance de créer il y a 2 ans avec une superbe équipe à Londres. On l'a joué pendant 2 mois à salle complète à Londres. C'était vraiment un très très beau succès et moi ça fait déjà plusieurs années que j'espère pouvoir emmener et produire un spectacle à Monaco. Donc un mal pour un bien avec la situation sanitaire. On a réussi à avoir des disponibilités et voilà. On va emmener un spectacle, un petit cabaret de cirque à Monaco et j'ai très hâte. Et nous avons hâte également, Nicolas. Rendez-vous à partir du 8 janvier sur l'esplanade du Grimaldi Forum. Les vidéos qui vont suivre ont attiré notre attention sur la toile. Elles nous ont fait rire ou impressionner. Voici le best-of des réseaux sociaux. Butterfly in the sky, I can look twice as high. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Demain, lundi, retrouvez Patricia Navarro aux commandes de votre JT. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.